Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez bien? Nous sommes 3 sur l'écran. Je suis avec, 2 Pauline. Oui, super, parfait. Merci pour votre retour. Merci pour votre participation également. C'est vrai que là, l'heure du déjeuner, c'est pas toujours, facile, donc on ne vous en voudra pas si vous avez votre sandwich, à côté. Merci d'être aussi, de retour pour, un nouveau webinaire organisé donc par Tiga. Je vais représenter rapidement qui est Tiga. Tiga, donc c'est, un cabinet spécialisé en product management et product, design. On accompagne nos clients, sur 3 grands leviers. On a autant des missions de conseil, on va accompagner, des CPO et des COMEX dans la définition de leur stratégie et leur organisation produit. On a aussi, des missions en immersion. C'est mon cas, par exemple, en ce moment. Je suis product manager pour, l'un de nos clients, depuis, plusieurs mois maintenant. Et puis on a aussi des formations, au travers, la Tiga Academy où on propose des formations, autour du rôle de PO, de PM, jusqu'au rôle de CPO et aussi autour de la data et autour du product design. Alors, on fait pas qu'accompagner, nos clients. La preuve, c'est qu'on est là, ce midi, pour parler, d'un sujet autour, du produit. Si vous voulez retrouver nos précédents, webinaires, tout est disponible, tout est en ligne sur notre chaîne, YouTube, par exemple. On a également un blog où vous pouvez retrouver, des articles, des glossaires, des bonnes idées, des templates également si vous voulez, animer un atelier. Tout est disponible et puis là, plus récemment, on a aussi, sorti une application qui vous permet de vous, évaluer, autour de vos compétences, de product manager, autour de 9 grands domaines, que compte le métier de product manager. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, à la télécharger, c'est complètement gratuit. Il est vraiment à la disposition de tous. Donc là, je parle de product manager, mais aujourd'hui, rassurez-vous, on va parler de product marketing. Alors, je vais en profiter pour vous glisser un petit sondage pour connaître justement quel est votre poste aujourd'hui. Est-ce que vous êtes vous aussi des product managers comme moi ou est-ce que vous êtes plutôt des product marketing managers comme c'est le cas pour nos Pauline. Et donc j'ai la chance aujourd'hui de vous avoir toutes les deux. Bonjour Pauline et Pauline. Salut tout le monde. Bonjour. Alors, je vous cache pas que ça va peut-être être un petit peu rigolo autour de ce talk avec Pauline côté meilleur agent et Pauline Algolia. Donc j'espère que vous nous en voudrez pas si on a des petits moments de petits fous rires. N'hésitez pas. Alors je vois que vous commencez à répondre dans le chat. Je vous ai lancé un petit sondage. Donc n'hésitez pas à passer dans l'onglet sondage. Sur votre droite de l'écran, vous avez un chat pour dire bonjour, échanger des ressources si vous le souhaitez. Vous pourrez poser des questions tout au long du talk avec l'onglet questions. Vous pourrez également voter pour les questions auxquelles vous voulez qu'on réponde absolument. On y répondra à la fin du talk. Et puis, un petit onglet sondage pour pouvoir voter sur les différents sondages. Vous en aurez 2 autres dans le talk. Pour revenir à la présentation de Pauline et Pauline, donc je vais commencer avec toi, Pauline, de Meilleur Agent. Ça va faire 1 année maintenant que tu es chez Meilleur Agent. Je crois d'ailleurs que Tout à c'était fait. mon anniversaire récemment d'intégration chez Meilleur Agent en C'est février. ça. Oui, tout à fait. Bon, alors c'est pas ta première expérience en tant que product marketing manager parce qu'avant tu l'as aussi fait au sein de Job Teaser et au sein de Hypay où tu avais justement découvert ce métier. Et de ton côté, Pauline, côté Algolia, donc tu es au sein d'Algolia depuis 1 an et demi à peu près. Et pareil, c'est pas ta première expérience sur ce grand métier. Avant, tu étais au sein de Canal+, où tu as passé 6 ans au total. Alors, pas complètement sur du product marketing management, puisque tu as aussi passé 2 ans en tant que product manager. C'est ça. Et donc, on va y revenir à travers ce tour. Donc là, le but aujourd'hui de ce webinaire, c'est vraiment de bien comprendre c'est quoi le product marketing, c'est quoi le métier d'un product marketing manager. Je vous avoue que moi, quand on a préparé le talk, j'ai découvert des éléments sur ce métier qui m'étaient pas forcément familiers. Et puis, on reviendra dans une seconde partie sur les relations justement que vous pouvez avoir avec l'équipe produit, que ce soit les product managers, le product designer, etc., etc. On va essayer de vous donner le plus d'éléments concrets. On va essayer aussi d'être le plus simple possible au niveau de nos mots, nos wordings. Je sais qu'il y a beaucoup d'anglicismes dans notre métier, donc on est déjà navré pour cela.
Allez, c'est parti. Je vous propose peut-être déjà de revenir sur la notion de product marketing. Qu'est-ce que c'est pour vous le product marketing? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais bien répondre à cette question. Déjà, bonjour à tout le monde. Enfin, je suis ravie d'être là. Merci Tiga pour l'invitation, Hugo, Amandine pour avoir organisé cet événement. Alors, je crois que s'il y avait une réponse facile à ce qu'est un product marketing manager, on ne serait pas là aujourd'hui, en fait. Je pense que oui, il y a peut-être un écart entre maturité entre US et France, on le dit beaucoup, mais je pense aussi qu'il n'est pas forcément simple de bien concevoir tout ce qui est un PMM. Et d'ailleurs, en préparant ce talk avec Pauline, on a réalisé que toutes les deux, on avait bien le même titre, mais on couvrait des activités qui étaient assez différentes, toutes deux rattachées à cette fonction-là, mais assez différentes et complémentaires finalement. Si on peut donner une définition simple, en tout cas aujourd'hui, pour démarrer, je pense que le PMM, il permet de répondre à deux écueils principaux. Mm-hmm. Le premier, c'est quand on va lancer un product ou une feature qui est un petit bijou de technologie, mais qui à la fin ne va pas répondre à un besoin marché, ou en tout cas va répondre à un faible besoin. Donc ça, je pense qu'on l'a tous plus ou moins connu. Et le deuxième écueil, c'est quand on va lancer une feature, un produit qui, là, répond bien à un besoin marché, qui a un potentiel, mais qu'on ne va pas suffisamment faire connaître. Donc, manque d'amplification ou mauvaise stratégie de pricing ou de packaging. Enfin, c'est comme ça que, en tout cas, je définirais. Ça marche. Et alors, je le disais un petit peu en introduction, vous avez des parcours un peu différents. Vous n'êtes pas forcément rentré sur ce métier de Product Marketing Manager directement. Comment vous avez fait pour en arriver là? Est-ce que vous avez suivi des formations particulières ou un parcours particulier, peut-être même quand vous étiez déjà à l'école, pour devenir Product Manager, Marketing Manager aujourd'hui? Ouais, comme tu disais, avec Pauline, on a des parcours qui sont très différents et qui sont hyper complémentaires, qui se sont croisés en fait. Pauline, elle a fait une école d'ingénieur. Elle a d'abord été PM pour ensuite basculer sur le PMM dans une équipe marketing. Et moi, à l'inverse, j'ai fait une école de commerce. Dans un premier temps, j'ai d'abord été au sein d'équipe marketing. Et maintenant, j'ai intégré une équipe produit. Donc, on a vraiment des profils qui sont très différents. Je pense que il n'y a pas un seul profil ni un seul parcours pour arriver à ce métier-là. Globalement, comme son nom l'indique, il y a deux composantes. Il y a le produit et le marketing. Donc, c'est autant de portes d'entrée sur cette profession-là. Par contre, il va y avoir quand même un dénominateur commun à toutes les personnes qui font du product marketing. C'est que peu importe de quel côté du miroir elles ont commencé, à un moment, elles se sont intéressées ou elles ont eu envie de s'intéresser à ce qui se passait de l'autre côté. Et je pense que vraiment, on arrive à ce métier en fait de fil en aiguille par curiosité sur ce type de poste, quoi. Ok, ça marche. Je vous propose qu'on pose aussi la question à nos participants pour connaître un peu leur historique. C'est quoi votre précédent métier? C'est quoi votre précédente formation? Alors pareil, je vous mets un petit sondage dans l'onglet sondage. N'hésitez pas à y répondre. Et je vais vous donner un petit indicateur. Ah, on a quand même 42 Product Marketing Managers à nos côtés versus 35 Product Managers. Plutôt pas mal. Et puis d'autres personnes qui sont soit dans les équipes produits ou en dehors des équipes produits. Si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à aller consulter l'onglet sondage pour pouvoir donner vos retours. Ça me paraît très clair au niveau de vos expériences. Si moi j'ai envie de faire une reconversion vers le métier de Product Marketing Manager, est-ce que vous avez des conseils à me donner pour pouvoir faire mon switch en toute sérénité? Du coup, je peux rebondir sur ce que je disais juste avant. Pour faire le switch, ça sera déjà toi en tant que PM, c'est facile, mais de s'intéresser à tout ce qui va être la conception d'un produit, toutes les méthodes qui sont autour de ça. Et après, quand même aussi avoir des notions en marketing. Et ça, je pense que Pauline, elle va être assez d'accord avec moi sur tout ce qui va être les études de marché, l'analyse de la concurrence, comment on peut arriver à se positionner. Et après aussi avoir quand même un peu d'amour pour le verbe, parce que ça nécessite quand même d'avoir des bonnes compétences rédactionnelles, parce que le rôle du PMM, c'est aussi finalement d'arriver à faire comprendre à son marché
des produits qui sont parfois compliqués, donc ça nécessite quand même d'arriver à banaliser un petit peu les projets sur lesquels on travaille pour que ce soit vraiment très bien compris de l'audience. Okay. Ouais, je peux juste compléter cet élément de réponse. Je crois qu'en effet, il n'y a pas de voie royale, comme tu le dis, Pauline. Si on suit, en tout cas moi dans mon parcours, j'ai d'abord été PM, ensuite PMM, et c'est vrai que sur des profils plutôt PM qui sont intéressés par ce métier-là, je recommanderais vraiment de faire une formation en marketing, je crois que c'est important, ou rejoindre en tout cas une équipe qui est déjà sinon bien en place et bien mûre sur ces aspects-là. Donc moi j'ai eu la chance dans mon parcours de faire ce switch-là en étant chez Canal et de rejoindre une équipe marketing qui était déjà très mûre sur plein d'aspects du marketing. Donc c'est grâce à mes différents collègues de chez Canal, que je salue d'ailleurs s'ils sont peut-être par ici, que j'ai pu découvrir ce que c'était que de faire une analyse de marché, de lancer des campagnes. Donc, voilà, je crois que c'est évidemment une composante majeure de ce boulot. J'imagine que ça t'a pris un peu de temps, Pauline, chez Canal, de pouvoir monter en compétences petit à petit pour rassurer nos participants que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Oui, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Après, le rôle de PMM, comme on dit depuis le début, il est composé de plein d'activités un peu différentes. Donc, on peut s'asseoir sur un de ses points forts. Et d'ailleurs, je me pose la question aujourd'hui de savoir si c'est vraiment, il y a un rôle de PMM ou il y en a plusieurs. Je crois que le scope d'activité, il est tellement large entre ce qu'on va faire autour du produit, ce qu'on va faire autour des marchés ou de l'analyse de compétition ou du lancement de campagne. Il y a tellement de choses potentielles que je pense qu'il y a peut-être en fait plusieurs rôles de PMM à définir. Et donc, en arrivant, il faut s'appuyer sur ses points forts. En l'occurrence, moi, étant PM auparavant, mon point fort, c'était vraiment la compréhension du produit dans ses détails. Et du coup, là où je pouvais aider le plus facilement, c'était sur la vulgarisation de ce que c'est que ce produit-là, donc le faire connaître, développer sa notoriété, etc. Et après, sur les domaines du marketing, oui, ça prend du temps, mais je pense que voilà, on peut quand même arriver à se positionner assez rapidement sur ce rôle selon ses compétences. Vous avez toutes les deux commencé à un peu en parler, mais c'est quoi votre quotidien au final en tant que Product Marketing Manager? Est-ce qu'il y a une semaine type? Est-ce que c'est quoi votre périmètre? Comment ça se passe? Est-ce que toi, de ton côté, Pauline, chez Algolia, pardon, vous avez un fonctionnement particulier? Alors nous, déjà, les PMM sont rattachés à l'équipe marketing. Donc ça a un impact forcément sur ce qu'on va faire au quotidien. Ce qui a un impact aussi, c'est je pense, ce stade de développement de l'entreprise et du coup, la coloration qu'elle va vouloir apporter à ce rôle-là de PMM. Chez Algolia, on a la chance, l'équipe PMM, je pense, d'avoir connu un switch il y a à peu près 1 an sur ce rôle-là. Donc auparavant, on était très focus autour du produit, donc des activités de PMM typiques autour du produit, c'est-à-dire accompagnement de la roadmap produit, analyse de compétition, organiser les launchs, etc. Et il y a à peu près 1 an, par des décisions assez stratégiques de boîte et des enjeux business, on a décidé en fait d'être plus centré autour des marchés. Alors ça veut dire qu'en fait, chaque PMM va être plus ou moins spécialisé sur un marché et va développer pour ce marché ce qu'on appelle un play. Donc un play, c'est en fait un messaging qui va être propre à un marché et un use case. Donc un marché, ça va être le marché du retail, le marché du média, et un use case, ça va être comment booster vos conversions e-commerce ou comment maximiser l'exposition de vos contenus, par exemple. Et donc la vertu de ça, c'est évidemment ces plays-là, ça va être de vraiment être précis dans la façon dont on adresse ces marchés-là et d'améliorer nos performances, de vraiment, nous, en tant que PMM, aller pousser très, très loin l'analyse de la proposition de valeur pour ces marchés. Donc, nos quotidiens, aujourd'hui, il est très centré autour de ces plays-là. On a 1 ou plusieurs plays par PMM. Et le quotidien, ça va être de définir, finalement, on est assez engagé sur ces plays, puisqu'on définit tout le plan en fait, d'action par quarter, mais aussi les objectifs par quarter autour de ces plays. Objectifs étant principalement du pipeline et du revenu. Et ensuite, on va définir les plans d'action, développer les assets qui soient assets potentiellement soit internes ou externes, lancer les campagnes, suivre les performances en fait, qu'on a sur ces plays-là. Et puis, autant que possible, j'ajouterais, travailler aussi sur des notions de R&D pour anticiper l'avenir, travailler sur potentiellement des ouvertures de nouveaux marchés ou des repositionnements. Et ça passe beaucoup par
être avec nos clients, être avec nos prospects, passer du temps avec les gens qui parlent à ces marchés-là, donc que ce soit les sales, les field engineers ou les CSM, Customer Success Manager. Ok. Là, tu viens d'ailleurs de répondre à une question de l'un de nos participants. Juliette, est-ce que vous êtes en contact avec les clients? La réponse est oui. Vous êtes aussi autant que possible, énormément, ouais. Avec vos clients. N'hésitez pas à continuer de poser vos questions. Vous pouvez aussi voter pour qu'on réponde aux questions qui auront le plus de votes en fin de talk. Alors là, Pauline, tu nous as décrit vraiment un fonctionnement très propre à Algolia avec les plaies. Toi, côté meilleur agent, Pauline, est-ce que ça fonctionne d'une autre façon? Est-ce que vous avez... Ouais, c'est assez différent, mais du coup, ça rejoint ce qu'on disait au début. On a le même métier, on n'a pas forcément les mêmes missions en fonction de l'entreprise dans laquelle on est. Et moi, aujourd'hui, à Prio, chez Meilleurs Agents, le plus gros de mon temps, ça va être l'accompagnement des PM dans la création des produits au moment du discovery. En fait, moi, ma valeur ajoutée pour eux, ça va être quand ils sont en train de travailler sur des nouvelles features, un nouveau produit, c'est de dire, bon, bah là, ce sur quoi tu es en train de bosser, comment est-ce qu'on va pouvoir le commercialiser? Donc, quelle va être l'audience cible? Est-ce qu'ils vont avoir, quelle va être leur propension à payer pour ce type d'outils? Quel type de facturation on va pouvoir mettre en place? Est-ce que c'est du one-shot, de labo? Est-ce qu'il faut faire de l'engagement, etc. Je vais également aussi essayer de travailler sur un benchmark pour voir comment on peut se positionner par rapport à la concurrence au marché. Alors, c'est pas un benchmark qui est fonctionnel comme ce que les PM peuvent faire, mais ça va vraiment être dire, là, il y a une place à prendre et aussi voir peut-être les écueils dans lesquels sont tombés nos concurrents et nous, comment on va essayer de ne pas tomber dedans. Donc, est-ce que la réponse, elle est liée à une nouvelle fonctionnalité sur ce produit-là qu'on est en train de développer? Est-ce que la réponse, elle va être de l'ordre plutôt de la commercialisation du discours? Donc, tout ça, c'est des choses qui vont... je ne vais pas dicter la façon, les choix que vont faire les PM sur leurs produits. Par contre, ça va beaucoup orienter leurs décisions et ça va les aider à se dire, OK, vu qu'on va plutôt facturer ça comme ça, du coup, il va falloir qu'on développe des choses en conséquence. Donc, il va y avoir un gros travail d'accompagnement à ce niveau-là. Je vais avoir une vision qui est beaucoup plus marché que la leur, parce que la leur, elle est forcément plus fonctionnelle. Et après, au moment de ce travail-là, moi, je vais aussi commencer à essayer d'identifier les messages clés qu'on va développer derrière dans le go-to-market. Donc, le go-to-market, en général, c'est ce que tout le monde connaît du métier de PMM et de dire, à quel besoin est-ce qu'on répond? Donc, c'est vraiment un besoin, c'est un besoin à level, c'est pas du tout des besoins fonctionnels. Et quelles sont les fonctionnalités dans ce qu'on est en train de développer qui vont être pertinentes et qui vont venir crédibiliser les messages clés que moi, je vais identifier. Donc ça, c'est la première partie du boulot. Et ensuite, une fois qu'on a le scope du produit qui est à peu près fait, le PM, il va travailler avec les équipes techniques pour le développer. Et moi, de mon côté, je vais commencer à synchroniser le lancement du produit avec les autres équipes, les équipes commerciales, les équipes marketing, la com, les équipes qui forment aussi les équipes commerciales, en créant le document du coup de go-to-market qui va servir un petit peu de colonne vertébrale aux autres équipes qui vont pouvoir venir piocher les informations dont elles ont besoin pour travailler. L'idée, c'est qu'on ait vraiment un discours qui soit harmonisé, peu importe le département, que les messages clés, la façon dont on parle des fonctionnalités est le même pour tout le monde. Et donc voilà, ils vont venir piocher là-dedans. Je vais les accompagner aussi pour que, au final, on ait des équipes qui soient complètement alignées et qui aient bien compris la valeur et la pertinence du produit qu'on va mettre sur le marché. Voilà. Très, très, très clair côté meilleur agent également. Et ça répond également à des questions qui nous sont posées en parallèle. Est-ce que, par exemple, dans une entreprise, il y a un PM et la possibilité d'avoir un PMM? Oui, c'est possible. On va d'ailleurs revenir un petit peu plus en détail maintenant sur la relation, justement, avec les équipes produits. Parce que c'est vrai que, finalement, ça peut être très, très vaste en fonction de la taille d'une entreprise. Du coup, vous, de votre côté, Pauline, côté meilleur agent, tu as commencé à nous le décrire par rapport à quel moment tu vas intervenir à leur côté, aux côtés des product managers. Quelle relation tu as plus précisément avec cette équipe produit, également avec l'équipe marketing, et d'ailleurs, à qui tu reportes? C'est qui ton manager dans les faits de ton côté? Et moi, du coup, depuis que je suis chez Meilleurs Agents, je reporte au CPO, du coup. Donc, je suis un membre à part entière de l'équipe produit. Donc, j'ai des relations très étroites avec eux. C'est clairement avec eux que je travaille le plus aujourd'hui. Là où avant, quand j'étais rattachée à une équipe marketing,
souvent, j'étais moins sollicitée par les PM, ils avaient moins conscience que j'existais, donc j'arrivais souvent en fin de boucle, et c'était un petit peu frustrant pour moi. Donc, c'est vraiment pour ça que j'ai souhaité rejoindre Meilleurs Agents, parce que j'avais envie d'être plus présente en amont avec les PM. À l'inverse, du coup, le fait d'être dans une équipe produit, ça a été plus compliqué d'instaurer une relation avec l'équipe marketing, parce que du coup, en fait, j'étais quelqu'un qui faisait du marketing, mais pourquoi j'étais pas au marketing? Donc, ils ont eu du mal à comprendre mon arrivée et à se dire pourquoi elle n'est pas avec nous. Du coup, ça veut dire que c'est pas une nana qui fait du marketing, c'est une nana du produit. Donc, vraiment, ça a été compliqué parce que, en fait, le métier de PMM, il n'est pas très connu du produit, mais il n'est pas très connu des équipes marketing non plus. Donc, il a fallu réinstaurer une relation aussi avec le marketing. Il a fallu que je passe du temps aussi à expliquer mon métier et à leur montrer que je suis aussi là pour les accompagner. Donc, ça a été compliqué, notamment avec plutôt la partie trade marketing. Le trade marketing, c'est tout ce qui est création des supports de communication, des campagnes, des landing pages, etc. Parce qu'en fait, la frontière entre le product marketing et le trade marketing est très floue. Elle est assez étroite. Et d'ailleurs, souvent, le trade marketing est inclus dans le rôle du PMM. D'ailleurs, je pense que Pauline, elle le fait un petit peu aussi chez Algolia. Et en fait, là, en l'occurrence, chez Meilleurs Agents, comme on n'a qu'une seule personne au trade marketing et qu'un seul PMM pour le moment à date, ça veut dire que moi, je suis en charge de toute la gamme de produits. Et la personne que trade marketing, elle est en charge du trade sur toute la gamme de produits. Donc, forcément, ça fait des charges de travail qui sont conséquentes. Et du coup, c'est difficile d'intégrer le trade dans le product marketing dans cette mesure-là. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai une relation qui est très étroite avec cette personne-là maintenant. Enfin, du coup, qui depuis peu m'est rattachée parce que ça faisait plus de sens de se dire c'est quand même dans la continuité de ce qu'on fait. Et c'est vrai que, en fait, si on est au produit, c'est plus compliqué les relations avec le marketing. Si on est marketing, c'est plus compliqué les relations avec le produit parce que forcément, on a quand même une appartenance à une équipe malgré tout, même si en théorie, le PMM, il est censé faire le pont entre toutes les équipes, quoi. Oui, finalement, vous êtes très transverse au sein de ces équipes. C'est incroyable. Donc, de ton côté, Pauline Meilleur Agent, tu reportes au CPO. De votre côté, les participants, à qui est-ce que vous reportez? Petit sondage qui arrive dans l'onglet sondage. Est-ce que vous aussi, vous êtes comme Pauline, côté Meilleur Agent, ou est-ce que vous êtes plutôt comme Pauline, côté Algolia? Parce qu'il me semble, Pauline, que toi, c'est pas la même chose. Non, et je crois qu'il n'y a pas de camp à choisir, hein, donc pas de panique. Et même, tu as raison, Pauline, quand tu dis si tu es rattaché au CPO, tu es plus proche de produit, tu es intégré, je pense, à tous les rituels qu'il peut y avoir dans cette organisation de produit-là, et ça aide. Nous, on est côté marketing, néanmoins, évidemment, on a un lien assez fort avec les PM de chez Algolia. Je disais qu'aujourd'hui, on était plus centré autour des plays, mais on garde bien sûr un lien sur la product roadmap. On communique très souvent avec les PM et on accompagne les gros lancements. Notre relation avec les PM, elle s'est quand même un petit peu distendue avec cette histoire de play, évidemment, puisque notre énergie, elle est pratiquement à 100% consacrée sur l'étude de ces marchés, le développement de stratégies, de campagnes pour ces marchés. Donc, ça a créé de l'éloignement, ça a créé des situations pas forcément évidentes, pas sur les gros lancements, parce que là, sur les gros lancements, il n'y a pas de questions à se poser, on est présent. Donc, quand on a des lancements stratégiques, on en a fait un il n'y a pas longtemps sur les high. Les ressources PMM sont là et on accompagne les lancements. En revanche, c'est plutôt sur ce qu'on appelle les releases intermédiaires, où là, il y a un petit peu de frottement parce qu'il y a eu un petit peu de frottement. C'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, on est en train de réinvestir dans la relation PM-PMM parce que, on est plus tellement en contact. Et je crois que le rôle entre PMM, c'est vraiment comme un sport co, quoi. Il faut se voir souvent, il faut s'entraîner souvent. Nous, on a quand même un rituel en place depuis un moment qui est un meeting, je crois que c'est un monthly. Donc, c'est une fois par mois, en fait, on se voit PM et PMM, qui a la vertu, en fait, de réunir tout le monde et de partager des infos. C'est un petit peu top-down. Voici la roadmap, voici nous ce qu'on fait, voilà. Mais ça suffit pas. Et d'ailleurs, ces meetings-là ont un petit peu diminué en interaction au fur et à mesure que nous, on était moins présents PMM. Il y a des frustrations de part et d'autre qui commencent à arriver aussi. C'est qu'est-ce qu'ils font pour nous et eux, qu'est-ce qu'ils font? C'est pas ce qu'ils font. Voilà, ça communique pas. Je crois qu'un PMM, ils doivent se parler très souvent et pas forcément pour un projet en particulier. C'est boire un café pour échanger sur ce que tu fais, tes idées. Et moi, ce que je vois du marché, j'ai entendu parler de ça.
Donc voilà, c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça qu'on essaye de le remettre en marche côté Algolia. Ok. Alors, c'est vrai que là, tu as parlé de release intermédiaires qui peuvent avoir lieu. C'est vrai que, en tout cas, moi, de mon côté, côté product manager, on a une organisation qui est souvent très rythmée, très séquencée, tout est plutôt processé. Est-ce que vous aussi, vous avez une organisation particulière? Est-ce que vous avez vos petits rituels? Comment ça s'organise? Ouais, bah du coup, chez Meilleurs Agents, pour moi, ça a été vraiment le choc des cultures en arrivant chez eux parce que Dis-nous. j'avais toujours été dans des équipes marketing et dans les équipes marketing, les process et la méthodo, c'est compliqué, quoi. C'est des équipes qui sont hyper sollicitées tout le temps. Donc, bon, en général, on n'a pas vraiment de méthodo. Et c'est vrai que quand je suis arrivée chez Meilleurs Agents, bah, déjà, les réunions, c'était à mourir de rire. Je me suis sentie complètement décalée. Mais bah, c'est des Suisses, les PM, quoi. Avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est plus l'heure. Donc, voilà. Donc, moi, j'arrive en réunion. Dans les équipes marketing, quand tu arrives avec 5 minutes de retard, en réalité, tu es quasiment en avance sur la moitié de l'équipe. Tu as le temps de te faire un café. Là, chez les PM, les réunions, elles commencent à l'heure. Voilà, elles sont hyper cadrées. En général, il y a un timekeeper, il y a un scribe. C'est assez organisé. Si la réunion, bah, elle a un objectif, par exemple, justement, une méthodo, on la suit à la lettre. Et là, j'ai un exemple qui m'a fait mourir de rire, c'est le Lean Canvas. Moi, je ne connaissais pas, j'ai découvert ça avec l'équipe produit. Et typiquement, en fait, c'est un truc, moi, je trouvais ça super cool. Et au début, je me dis, ah, ça synthétise trop bien le projet et tout, on a un peu tous les éléments dessus. Et donc, l'objectif, c'est de remplir le Lean Canvas avec, voilà, il y a des cases à remplir. Donc, moi, je commence à dire, ah, bah là, ouais, la case sur les problèmes, ouais, j'imaginais ça, ça, ça. Et puis là, la PM, elle m'arrête, elle me dit, mais attends, ça va pas, Pauline. Je lui dis, bah, pourquoi c'est pas bon ce que je dis? Mais non, mais ça, c'est la case numéro 8. Il faut d'abord remplir la case 1 à 7 avant d'arriver à la case 8. Donc, moi, ce que je n'avais pas percuté, c'est qu'en fait, il y a un cheminement de pensée normalement dans cette méthode. Donc, moi, je voyais ça comme un truc, bon, il faut le remplir, quoi. Et vraiment, je me suis dit, mais tu files un Lean Canvas à une équipe marketing, ils vont pas être tous là à dire, bon, bah, on remplit d'abord la case 1, machin. Ils vont être là à dire, bon, bah, les gars, on a 1 heure, on a 10 cases à remplir, on va commencer par celle-là qui nous parle le plus. Et après, on se penchera sur les dernières où on a peut-être besoin de plus réfléchir, quoi. Donc, vraiment, ce n'est pas du tout les mêmes méthodes de travail. Et c'est vraiment très, très drôle, quoi. Et globalement, c'est ça surtout. C'est pareil, c'est la roadmap. À la roadmap, c'est pas gravé dans le marbre, mais presque, quoi. C'est une fois qu'elle est faite, on n'y touche plus. Voilà. Et moi, c'est vrai que c'est une fois ou deux où je suis arrivée en disant, ah, j'ai pensé à un truc, là, ça peut être sympa, là, sur le produit, faire je sais pas, une démo, machin. Et là, pareil, on m'a stoppé en me disant, bah non, mais ça, on l'a pas cousté. Hein. C'est pas possible, quoi. Ah bon, d'accord. Donc, j'aurais dû me réveiller avant, en fait. Alors que c'est vrai que dans les équipes marketing, la roadmap, c'est un concept. On a des roadmaps mouvantes, quoi. Les prios qu'on avait hier, c'est pas les mêmes que celles qu'on a demain, quoi. Parce que entre-temps, il y a eu un bug généralisé sur la plateforme, donc on va nous demander de communiquer en urgence. Les RH sont venus nous voir parce que il faut annoncer le départ ou l'arrivée de quelqu'un du board dans le plus grand secret, ça doit sortir dans la semaine. Donc, en fait, en réalité, la roadmap, elle est difficilement tenable quand on est dans des équipes qui sont sursollicitées comme ça un peu au quotidien. Et c'est vrai que pour moi, c'était un sacré changement. Et du coup, je leur ai jamais demandé, les PM, comment ils ont vécu mon arrivée, mais ils ont dû se dire, la nana, c'est un ovni, elle comprend rien parce que elle nous dit toujours qu'elle va faire les trucs, elle est toujours en retard sur ce qu'elle doit faire. Et c'est vrai que c'est pas leur façon de fonctionner, quoi. Donc, c'était vraiment, ça a été très drôle pour moi d'arriver dans cette équipe, quoi. J'ai l'impression, oui, que ça t'a bien marqué. Et est-ce que tu avais pu le sentir avant chez Job Teaser ou chez Hyper non, parce que j'étais pas au quotidien avec eux, donc je me rendais pas compte de tout ça. Alors bon, je savais, hein, j'avais déjà identifié que les PM, ils étaient un peu à cheval sur les horaires. Moi, je faisais attention chez Job Teaser, les réunions avec les PM, j'essayais d'être à l'heure quand même. Mais pas autant. Enfin, j'avais pas aussi identifié les PM, ils aiment utiliser beaucoup de méthodos, ils aiment tester des choses, etc. Et ça, j'en avais jamais pris conscience avant de vraiment être dans leur équipe, quoi. Ok, ça marche. On a quelques questions sur à quel moment vous, en tant que Product Marketing Manager, vous devez être impliqué dans la création d'une nouvelle fonctionnalité, par exemple, ou d'un nouveau produit from scratch. Est-ce qu'il y a un bon moment? Quand est-ce que ça vous arrive à vous? Toi, côté Algolia, Pauline?
Alors, la bonne réponse, je crois que c'est le plus tôt possible. La réalité, c'est que c'est pas toujours comme ça. La bonne réponse, c'est plutôt possible. Pourquoi? Parce que je crois que c'est un peu le process que tu as décrit, Pauline. C'est exactement ça. C'est qu'au départ, en fait, dès l'étape de l'idée, on va échanger sur le potentiel business qu'a cette nouvelle feature, ce nouveau produit, et ça va structurer en fait la stratégie go-to-market autour de ça. Et cette étape-là, donc ça peut être un business case ou construire cette fameuse value proposition avec plein de cases à remplir. En effet, l'analyse de la compétition, etc., des key diffs. Ça se fait au tout début. C'est vraiment important. Dans la réalité, on sait que ça arrive pas toujours. Dans la réalité, bien souvent, on est beaucoup moins de PMM que de PM. Et donc, parfois, il y a aussi la crainte que ce soit un bottleneck. Enfin, je veux dire, voilà, que ça va ralentir en fait les process. Ce PMM, c'est non, pas besoin du PMM à ce stade-là, c'est pas utile. Néanmoins, dans les faits, ça peut être utile. Alors, il y a des cas où on va travailler sur un bug fixe ou vraiment sur résoudre un problème ou quelque chose de très tech qui n'a pas besoin d'être communiqué au marché. Bon, pas besoin d'involve ou d'impliquer le PMM à ce moment-là. En revanche, si on arrive en toute fin de process, en fait, on va perdre du temps et on va tous se crisper, je crois. Moi, ça m'est arrivé et je pense que ça nous est tous arrivé. Donc, c'est pas pour jeter la pierre à l'un ou à l'autre. Mais moi, ça m'est arrivé encore récemment. Et j'étais complètement plongée dans mes réflexions de play sur le marché média, etc. Donc, vraiment complètement là-dedans. Et j'ai été pingée par un PM sur Slack qui me dit on a telle feature qui est prête, on aimerait la release dans tel moment, etc. Est-ce que tu peux m'aider à faire, à travailler? Alors là, c'est assez variable ensuite. C'est 3 petits points et ça dépend des PM. Parce que justement, il y a un flou artistique sur ce qu'on peut attendre d'un PMM à ce moment-là. Donc, c'est assez rigolo. Donc là, c'était naming, feature naming, competitive intel, donc analyse de compétition, et puis bien évidemment tout le lancement, quoi. Tu vois, tout le truc, quoi. Donc tout le truc, donc toi t'es là, ok, tout le truc. Donc là, on est tous les deux dans de très mauvaises dispositions pour 2 raisons. La première chose, c'est que moi, je suis à fond sur mon play, et c'est comme si je faisais je sais pas, en ce moment-là, je suis en train de faire du tai chi et je reçois un ballon de volley du PM qui a envie de jouer au volley avec moi. Je le prends dans la tête et je me dis, wow, pas du tout sur les mêmes dynamiques. La deuxième raison, c'est que du coup, il m'appelle super tard dans le process. Je ne sais pas de quelle feature il s'agit. Et on est obligé de faire du retro-engineering total sur pourquoi est-ce qu'on a fait cette feature, à quel besoin on va répondre, quel est le potentiel business, etc. Et ça se fait dans la douleur quand ça se fait en fin de process, parce qu'en général, en plus, l'équipe produit est pressurisée sur le timing. À ce moment-là, ils sont vachement incentivés sur sortir la feature, faire un go-to-market. À ce moment-là, ils envoient des red flags en disant c'est PMM qui bloque et qui du coup fait que le lancement est retardé. Mais nous, on est quand même un peu obligés de faire ce rétro-engineering-là et de se poser la question de c'est quoi ton potentiel marché, ton business case, à quel point cette feature elle est sérieuse et pour nous, qu'est-ce que ça peut nous rapporter pour ensuite en déduire toute la suite. Donc la réponse est le plus tôt possible. Et puis finalement, là, j'allais vous demander, est-ce que ce fonctionnement, le fait d'être plusieurs rôles autour de la sortie d'une feature ou d'un produit, est-ce que ça aide à concevoir cette feature ou ce produit? C'est en fait à la fois oui et non, en fonction de quand est-ce que tu atterris sur la conception de cette feature au produit, par exemple. Oui, si tu n'es pas au stade de conception, on ne peut pas aider à concevoir. Globalement, c'est ça. Mais si tu arrives et que tu dis, alors là, ton produit, il est bien, mais là, en l'état, c'est difficile de faire en sorte qu'un client, il paye pour ça, le PM, il a envie de te flinguer, quoi, parce qu'il dit, attends, ça fait 6 mois que je bosse sur le truc, et là, tu es en train de me dire que c'est pas priceable, quoi. Ouais, mais si tu me l'avais dit avant, je te l'aurais dit avant aussi, quoi. Donc, c'est vrai que c'est vraiment l'idée, c'est de dire, ça rejoint tout à fait les exemples que Pauline elle donne. Je les ai vécus assez souvent et c'est vrai que c'est important, quoi. Et après, la conception, c'est pas du tout se substituer au rôle du PM sur identifier les pain points et effectivement, au niveau fonctionnalité, élaborer toute la feature. Mais c'est plutôt sur ces éléments d'analyse de marché, travailler sur un business case ensemble et se dire, voilà le potentiel, voilà comment en plus on le positionne par rapport à nos compétiteurs et ça devient un élément différenciant. Donc là, ça m'intéresse et on va pouvoir construire un truc sympa. C'est une vraie relation de collaboration en fait. Et vous avez chacun de vos périmètres. Le but, c'est pas de empiéter sur le périmètre de l'un pour dire non du tout. Oui, il faut faire ça. C'est vraiment
collaboration ensemble. Et alors, comment on mesure l'impact de cette collaboration avec vos PM, les équipes produits dans leur globalité? Comment on fait pour voir que vous avez de l'impact, ça a marché et il faut vous rappeler la semaine prochaine pour la prochaine feature? Alors moi, j'ai pas de métriques très quanti, on va dire, en ce qui me concerne. Je vais surtout déjà voir la satisfaction des équipes à la fin du lancement, parce que voir si mon rôle a vraiment permis de soulager tout le monde, si le discours a bien été adopté par les équipes commerciales, si les clients ont bien adopté aussi le produit. Derrière, on va regarder pas mal chez nous le take rate, justement, pour se dire, ok, il y a eu une vraie adoption, quoi. Et vraiment, le deuxième métrique que moi, j'ai sur mon rôle dans l'entreprise, c'est de me dire, le PM, il est content d'avoir bossé chez moi, il est content, on a sorti un truc qui était vraiment cool. Les équipes commerciales, elles sont trop contentes parce qu'elles ont un nouveau truc à vendre. Donc, c'est vraiment là où je sens que mon rôle, il est important aussi et où je me dis, là, j'ai bien réussi mon job, quoi. Ok, tu as, toi, des éléments de mesure, Pauline, chez Algolia? Ouais, nous, ça va être assez simple. Et en fait, le prisme par lequel on regarde ça, c'est les plays. C'est la façon dont on relie vraiment le produit au marché, le play. Et donc, du coup, nous, quand on va établir nos plans stratégiques de play par quarter, on va aussi regarder ce qui arrive dans la roadmap et se dire, il y a telle feature qui arrive, ça va nourrir plutôt tel play, ou plutôt celui-là, ou plutôt tous les plays d'ailleurs, ce qui peut arriver avec des lancements majeurs. Et donc, la façon dont on mesure ça va être en pipeline et en revenu, tout simplement. Et pour des features qui sont plutôt à potentiel, ce qu'on appelle d'expansion, c'est-à-dire faire migrer d'un plan standard à un plan premium, on suit aussi de la même façon pipeline et revenus d'expansion. Ok, ça marche. Et j'ai oublié de vous demander tout à l'heure, en termes d'équipe, vous êtes la seule PMM, je crois, pour toi, Pauline, meilleur agent au sein de l'équipe produit. Ouais, pour le moment, ouais, je suis toute seule. Ouais. Mais l'idée à terme, ça serait un peu comme chez Algolia, alors pas tout à fait pareil, mais ça serait d'avoir quand même plutôt un PMM par Impact Team, par exemple. De cette manière, vraiment, le PMM, il sera en mesure de suivre le produit de bout en bout, depuis le discovery jusqu'à la phase de lancement, ce qui aujourd'hui est compliqué à faire quand on est en charge de toute la gamme. Et c'est pour ça que notamment le trade est indépendant. À terme, j'aimerais bien pouvoir le réintégrer dans la chaîne de valeur pour éviter qu'il y ait justement une discontinuité à un moment donné et que vraiment le PMM puisse se dire qu'il a pu gérer son lancement de bout en bout et travailler vraiment avec la totalité des équipes de A à Z, quoi. Ok. Toi, côté Algolia, Pauline, vous êtes plusieurs? Oui, on est plusieurs. Néanmoins, on n'est pas une grosse team par rapport à toute la charge de travail qu'on a et on est très vite débordé. On ne sait pas répondre à toutes les demandes. On est 3 PMM aujourd'hui et on a un Head of PMM. Okay. Et on a à peu près un PMM pour 3 PM. Ça, c'est l'état actuel et on va sans doute chercher à faire grandir la team prochainement. Ok, ça marche. Et alors, là, on arrive à la fin de notre conversation, de notre talk ensemble. Si vous avez des conseils pour nos participants afin qu'ils deviennent ou qu'ils accentuent leur quotidien pour aller vers le product marketing management, vers ce poste-là, qu'est-ce que vous avez envie de leur recommander? De ton côté, peut-être, Pauline, côté meilleur agent? Oui, en lien avec finalement tout ce qu'on a dit là pendant ce talk, en fait, c'est un métier qui est hyper large et qui va avoir plusieurs missions. Et en fait, ce métier n'est pas le même d'une entreprise à une autre. D'ailleurs, on le voit déjà juste entre Algolia et meilleurs agents, c'est pas forcément les mêmes sur les mêmes choses sur lesquelles on est attendu. Et donc, je pense que il faut vraiment se poser la question de sur le métier de PMM, qu'est-ce qui va m'intéresser le plus pour aller après trouver l'entreprise qui a la même vision que toi du PMM et de se dire, voilà, là, je suis en accord avec ce qu'ils mettent derrière ce métier-là et parce que probablement, c'est plutôt sur ces sujets-là que je vais travailler, quoi. Alors après, dans l'idée et dans l'idéal, moi, j'aime toutes les facettes de ce métier. Donc, j'ai envie de tout faire. En l'occurrence, encore une fois, la charge de travail sur les métiers de PMM, elle est énorme. Donc, il faut vraiment savoir se dire, voilà, moi, ce que je préfère, c'est ça. Et après, aller challenger un peu les entreprises à droite, à gauche au moment où on postule pour savoir chez qui aller en fonction de la vision qu'ils vont avoir de ce métier. Très clair. Et toi, de ton côté, Pauline, Algolia? Ouais, je reprendrai ce que j'ai dit plus tôt, c'est-à-dire
rejoignez, je pense que la meilleure façon d'apprendre ce job, ça reste de rejoindre une équipe déjà en place de PMM. Après, en étant sûr de ses points forts, en fait, on peut effectivement postuler à un poste qui va plus ou moins correspondre à ça. C'est ce que tu disais, je pense, Pauline. Et encore une fois, il y a tellement d'activités derrière ce job role-là que vous pouvez très bien trouver un job role qui soit plus axé analyse de compétition ou plus axé justement soutenir la product roadmap. Il y a aussi des rôles de plus technical PMM qui vont être pour le coup sur le développement vraiment de contenu très technique. Donc, si vous avez un profil plutôt très technique, vous êtes très appétent à ça, il peut aussi y avoir des opportunités intéressantes pour après, pourquoi pas, développer des ponts vers d'autres métiers. Et puis, je rajouterais une chose, je pense, qui est assez importante, c'est de choisir vos marchés. Si vous êtes plutôt B2C ou B2B, ça change énormément le métier aussi. Moi, j'ai eu la chance de faire B2C chez Canal, B2B chez Algolia. Et oui, en tout cas, la couche marketing est forcément très différente et les approches aussi. Les deux sont intéressants. Tu as une préférence, Pauline, entre les deux? Non, je crois que les deux sont vraiment intéressants. Après, il faut surtout, je crois, être amoureux du produit sur lequel on va faire. C'est surtout ça qui compte le plus. Et ouais. Ça marche. Bon, merci à toutes les deux pour ces réponses. Alors, on a pas mal de questions. Rassurez-vous, si on n'a pas le temps de tout répondre, si on peut, on prendra le temps en dehors du meet-up, du talk, de pouvoir prendre le temps de répondre à quelques questions en plus. Alors, je vais commencer avec une question de Charles qui a eu 36 votes sur sa question. Donc, continuez à voter si vous voulez qu'une question qui est un peu plus en bas remonte pour qu'on ait le temps d'y répondre en live. Donc, Charles nous demande, c'était toi, Pauline Algolia, tu nous as dit que le Product Marketing Manager était là pour s'assurer qu'un produit répond à un vrai besoin. Est-ce que c'est pas aussi le cœur du métier du Product Manager? Et dans ce cas-là, comment vous faites pour travailler ensemble autour de cette définition du besoin? Oui, Charles, je crois que tu as 100% raison sur le fait que c'est le métier du PM. Il n'y a aucun doute là-dessus. Le PM est vraiment en charge de connaître bien ses user personas et d'aller identifier quels sont les pain points et de répondre à ça avec des nouvelles features ou des nouveaux produits. Donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que là où le PMM intervient, c'est pour mesurer le potentiel qu'il y a derrière cette feature-là. Et c'est, tu peux avoir un curseur qui est placé à différents niveaux. Donc, toi, tu sais que tu réponds à un besoin, mais nous, PMM, on va connaître un peu plus des besoins du marché dans leur globalité. On n'arrive pas du tout avec la même lentille, en fait. Je pense que toi, tu as une vue vraiment user persona et nous, une vue marché. Et on va pouvoir bosser ensemble sur vraiment évaluer ce potentiel, construire ensemble un business case. Et du coup, se dire, est-ce que c'est une feature qui va plutôt rapporter, je ne sais pas, quelques milliers d'euros ou est-ce qu'il y a un potentiel de plusieurs millions d'euros? Donc ça, toi, en tant que PM, tu peux avoir un gut feeling et effectivement, avoir une première idée, ça c'est certain. Mais en tant que PMM, en tout cas, on peut affiner les choses ensemble. C'était plutôt de ce point de vue-là que je voulais dire, que je vais parler du besoin. Ça marche. Et alors, qui est-ce qui porte la vision produit? Est-ce que c'est plutôt le PMM ou est-ce que c'est le PM ou est-ce que c'est les deux ensemble? Non, c'est quand même le PM, c'est son métier, quoi. Enfin, la vision produit pure, là, il n'y a pas de sujet, quoi. Encore une fois, nous, on est là en support, on est là pour avoir, comme le Pauline disait, avoir une lentille différente pour les accompagner. Le product manager, il est honneur de son produit, quoi. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, quoi. Chacun a son périmètre et comme on le disait tout à l'heure, le but, c'est la collaboration. J'ai rarement eu de soucis de périmètre, pour le coup, avec les product managers parce que ça a toujours été assez clair sur le rôle de chacun. On n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas la même vision des choses. Donc, de fait, c'est toujours très complémentaire et il n'y a pas forcément de flou artistique sur cette partie-là. Très bien. Tu en parlais, Pauline, côté meilleur agent. Annelle nous demande quel contenu vous produisez justement pour les équipes internes? Tu disais tout à l'heure que effectivement, tu étais transverse. Quand il fallait assurer la sortie du produit, aller parler aux sales, aux formateurs, peut-être même à la logistique, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que tu leur donnes comme contenu? Tu leur parles juste à l'oral ou il y a autre chose? Non, là. il faut qu'il y ait des traces. Hein. Donc, moi, en général, j'ai un support de go-to-market qui va reprendre
Ce que je disais, c'était un peu la colonne vertébrale sur laquelle les équipes vont pouvoir aller se référer. Et quand ils ont une question, je leur dis, vous allez voir ce doc. Donc vraiment, c'est un Google Slide assez classique avec la problématique identifiée, la façon dont on va y répondre, donc la promesse du produit. Ensuite, les messages clés, les bénéfices clés. Et après, comment les fonctionnalités qu'on va choisir, qu'on va trouver pertinentes et qu'il va falloir développer pour qu'elles viennent asseoir les messages clés qu'on aura avancés au-dessus et la façon dont on va les présenter. Donc, on ne présente forcément pas toutes les features, mais ça va être les plus pertinentes, en tout cas pour le marché. Et l'idée, après, c'est de mettre dans ce doc-là, c'est un doc qui est co-construit avec toutes les équipes. La business performance va rajouter dedans éventuellement ils vont beaucoup travailler sur les objections, donc on va rajouter à la fin du doc le traitement des objections ou les questions qui peuvent revenir régulièrement. Le trade marketing va avoir sa partie pour ajouter tous les supports marketing qui sont disponibles, les presses commerciales, etc. Donc vraiment, on va avoir un document qui va servir de référence à l'ensemble de l'entreprise et c'est ça qui va être la base en fait pour tout le monde, quoi. Ok. Et alors, est-ce que c'est toi qui rédige toi-même le contenu vraiment produit? Par exemple, je ne sais pas si vous faites un article sur Medium pour annoncer le lancement de telle feature ou tel produit. Est-ce que c'est toi qui rédige ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui le fait? Alors là, ton cas est un peu particulier. On a des personnes qui sont en charge du contenu qui vont être à la com. Et dans ce cas-là, c'est leur travail de rédiger. Par contre, moi, mon travail, ça va être de m'assurer qu'ils ont bien compris le produit et qu'ils arrivent à en parler correctement. Par contre, mon travail, c'est pas… moi, je travaille pas avec les RP, pas avec la presse. Je suis pas content manager. Donc, je vais travailler avec elles. Je vais faire les relectures pour m'assurer que ça n'a pas été mal compris, mal interprété. Mais en général, on a quand même des gens dans chaque équipe dont c'est le métier et qui sont plus à même que moi de le faire. Par contre, moi, je suis garante des messages qui sont diffusés. Donc, si à un moment, il y a un article qui sort et qui explique le produit de manière incorrecte, c'est ma responsabilité que cet article est sorti en ayant des informations qui n'étaient pas les bonnes. C'est pas le content manager qui en est responsable. Voilà. Et sur le trade marketing, c'est pareil. Par contre, moi, je fournis quand même la trame initiale avec, comme on disait, les fonctionnalités, les messages clés, quoi. C'est pareil de ton côté chez Algolia, Pauline? Sur la rédaction? Oui. Oui, donc nous, on va… Alors, je crois qu'on a parlé du contenu un peu plus tôt et tu disais, Pauline, que la frontière était assez fine et c'est vrai. Et nous, on s'en pose constamment la question, PMM chez Algolia, de le contenu, est-ce que c'est PMM, est-ce que c'est pas PMM? Pourquoi? Parce qu'en fait, ça prend un temps fou d'aller rédiger. C'est ça, ouais. Et du coup, c'est vrai que nous, bien souvent, on dit, non, attendez, en fait, on bosse sur plein d'autres choses et on n'a pas le temps, en fait, de consacrer parce que ça demande, ça demande d'être bien fait, surtout quand on est sur du contenu externe, bien évidemment. Après, dans les faits, donc nous, on a eu on a un peu les deux scénarios. On a un scénario, on va s'appuyer sur une équipe contenu et donc le PMM rédige une trame et puis ensuite la relais à l'équipe contenu. Pour ce qui est des assets internes, on a aussi une équipe enablement, donc pareil, on va rédiger une trame, etc. L'équipe enablement va le transformer, le remodeler pour en faire un vrai training, un vrai contenu de training à destination des équipes internes. Après, on a aussi le mode où en fait on fait nous-mêmes parce que bien souvent c'est aussi ce qui est le plus efficace. On a en tête tout le messaging. Si on veut faire, je sais pas, un one-pager sur une feature en particulier, c'est vraiment le PMM qui va être le mieux placé pour savoir comment le structurer, quoi mettre dedans, quels sont les bons wordings. On va aller fouiller dans toute la documentation qu'on a sur le produit. Donc, c'est aussi le PMM qui est souvent le mieux placé pour rédiger ces contenus. Et donc, au final, autour de votre métier de PMM, on voit qu'il y a donc des équipes aussi content. On en a un petit peu parlé, il y a, j'imagine, des product designers, il y a les équipes tech aussi qui gravitent finalement autour de vous. Vous êtes bien entourés finalement. On est l'échangeur. C'est ça. Non, c'est vrai qu'on est connecté avec beaucoup de teams et souvent sur des projets qui sont très transverses. C'est pas rare que ça atterrisse chez PMM. Voilà, des sujets hyper transverses, on ne sait pas trop comment s'en sortir. On se dit, bon, tiens, on va le dropper là et puis ils vont nous en faire quelque chose. Donc, c'est parce que, ouais, en fait, on travaille autant avec la tech, les équipes produits, que les équipes marketing, ou sales, ou enablement, etc. Donc, ouais. C'est très riche. Ça nécessite d'avoir des compétences, d'adaptation, parce que notre discours, du coup, on ne va pas s'exprimer de la même manière. Moi, j'ai eu affaire de temps en temps avec les équipes techniques, parce que
pleine de bonne volonté, j'ai envie de leur montrer quand même qu'on fait des choses sur ce qu'ils sont en train de développer, mais on les embarque pas de la même manière qu'on va embarquer les équipes commerciales, donc ça nécessite du PMM d'avoir quand même une certaine capacité d'adaptation et d'être un petit peu caméléon avec toutes ces équipes, parce que du coup, c'est vrai qu'on peut pas dire et se comporter de la même manière avec tous ces gens-là. Donc c'est assez drôle aussi. Il y a Nicolas qui nous demande approximativement, c'est quoi votre répartition en termes d'investissement dans les phases, par exemple, avant, donc travailler sur vraiment la phase de conception de la feature et du produit, pendant et après. Tu en parlais un peu, Pauline, côté meilleur agent sur toute la partie launch. Est-ce que vous avez une répartition en tête ou c'est vraiment hyper aléatoire et ça dépend aussi de si votre boîte sort des features toutes les 2 semaines ou tous les trimestres, j'imagine. Puis ça dépend de la taille c'est ce que Pauline disait au début, ça dépend de la taille de la feature, quoi. Est-ce que c'est vraiment un nouveau produit qu'on lance? Est-ce que c'est juste une nouvelle feature? Forcément, le temps qu'on va passer en amont, en aval du lancement, de la création, il ne sera pas le même en fonction de ça. Oui, complètement d'accord avec ça, mais si on devait donner une estimation de pourcentage, alors après, lorsque la feature product est live, moi je dirais un effort minimaliste parce que moi mon point de vue c'est que le PMM n'est pas forcément en charge de l'adoption de la feature, mais ça il peut y avoir plusieurs écoles sur le sujet. Moi je dirais que là on doit mettre le plus d'efforts, c'est dans la toute première phase d'idéation et de mesure du potentiel, encore une fois, et la toute dernière, c'est-à-dire quand on vraiment à faire le go-to-market. Après, pendant vraiment la phase de développement, là, on laisse la squad travailler tranquillement et être concentré sur le développement. C'est vrai. Très, très, très clair. Alors, je regarde, allez, on va prendre une dernière question. Allez, une question sur les KPI, ça vous dit? Ouais, go. Allez, on va prendre celle de Sébastien qui nous demande quels sont les KPI que vous suivez pour évaluer le succès d'un launch. Alors, lunch, pas le déjeuner, hein, le lancement. Ouais, c'est une bonne question. Alors, on va s'appuyer en fait sur les différents éléments qui vont constituer la campagne de launch. Et en particulier, il y a un événement fort en général qui est le webinaire de launch. Et donc là, typiquement, ça va être combien de personnes ont suivi ce webinaire, etc. Ensuite, il va y avoir des campagnes d'emailing, des choses comme ça. Donc là, c'est les taux d'ouverture, c'est le nombre de downloads. Il y a des métriques un peu plus globales qui vont être ce qu'on génère en marketing qualified leads sur ces campagnes-là. Et puis à la fin, ce qui en résulte, c'est-à-dire le pipeline et le revenu. C'est un bon résumé. Je suis alignée. Allez, on le garde. Bon, on va en rester là pour aujourd'hui. Merci en tout cas à toutes les deux, Pauline et Pauline, pour votre temps, pour ce partage et vos retours d'expérience. Alors bien évidemment, si vous avez manqué un petit morceau, le replay sera très 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 vite disponible. On me dit même dans l'oreillette que j'ai pas, mais il y aura une version seulement audio qui sera aussi disponible. Il nous reste quelques questions, on va voir si on peut y répondre et on vous les enverra, on a vos adresses mail. Est-ce que vous voulez rajouter un petit dernier mot, Pauline et Pauline? Non, merci. J'espère qu'il y aura d'autres événements autour du Meeting PMM. Je pense que c'est une belle fonction et qu'on va développer ça en France aussi bien qu'aux US. Et voilà. Merci, carrément. Sachant qu'aujourd'hui, dans notre talk, on a quand même 53 PMM pour ceux qui ont répondu. Donc, parmi vous, si vous avez envie de participer à un talk, là, le but, c'était vraiment de revenir sur c'est quoi le métier de PMM, c'est quoi le rôle, c'est quoi les relations avec la team produit au sens global. On pourra faire des webinaires vraiment focus, je ne sais pas, sur le recrutement de nos PMM. Ça, c'est un gros challenge aussi. Gros sujet. Il nous faudra au moins 1 heure entière, mais on peut aussi creuser par exemple sur le contenu ou alors vraiment faire un meet-up dédié aux KPIs que suivent nos PMM. Donc n'hésitez pas à me contacter, à contacter l'une des Paulines également. On va de toute façon rester en contact. C'est un grand sujet, on a beaucoup de choses à faire là-dessus et on n'a pas de quoi, en tout cas, affaiblir vis-à-vis des US. On peut se rattraper. On va œuvrer. Exactement. Allez, cette fois-ci, comme dit Thomas, c'est l'heure du lunch. Donc, bon appétit à tous. On se retrouve très bientôt et merci encore pour votre participation, vos questions et vos réponses au sondage. À très vite. Merci. Salut, au revoir.